Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la radio du dialogue, la West Africa Democracy Radio. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire Jeunesse Active. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des mariages précoces sur les jeunes et son frein à l'émancipation des jeunes filles. La réponse est dans les prochaines minutes avec nos invités. Et j'ai le plaisir de recevoir Hawa Oumou Diallo qui nous parle de Conakry. Elle est activiste défenseur des droits des jeunes filles et femmes en Guinée depuis 2019. Elle est également membre de plusieurs organisations dont le Club des jeunes filles de Guinée, Malaf Guinée, est responsable genre et autonomisation des femmes à la M2DH. Bonjour Oumou Hawa Diallo. Bonjour, vous allez bien? Ça va, tout se passe bien. À Conakry, on dit quoi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet espace d'échange. Le plaisir est partagé. Nous sommes également avec Diarasouba Ibrahim qui nous parle d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, il est le président de la JRCCI, Jeunesse responsable et consciente de Côte d'Ivoire. Bonjour Diarasouba Ibrahim. Bonjour, cher frère. Ça va, tout se passe bien. En Côte d'Ivoire, on dit quoi? Oui, par la grâce de Dieu, en Côte d'Ivoire, ça va. Tout se passe très bien, ça va. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre magazine hebdomadaire. Merci. Notre troisième invitée est à Bamako. Elle s'appelle Halima Touré. Elle est journaliste, juriste de formation. Elle s'intéresse aux questions liées aux jeunes. Bonjour Halima Touré. Bonjour Demba. À Bamako, tout se passe bien? Oui, ça va, on se maintient, on s'accroche. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active. Le plaisir est partagé. Jeunesse Active, l'impact des mariages précoces sur les jeunes, top, c'est parti. Alors, on va commencer avec vous, Oumou Hawa Diallo. Vous, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, vous êtes activiste, défenseur des droits des jeunes filles et femmes en Guinée. Aujourd'hui, quand on parle de mariage précoce chez vous, qu'est-ce que cela vous dit? Et est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de la situation chez vous? La question du mariage des enfants en Guinée est perçue comme une réponse ou une lutte pour les grossesses précoces et non désirées. En Guinée, 46% des filles sont mariées avant 18 ans. Et ça, c'est selon l'EDES 2018. Et le mariage précoce en Guinée est conçu comme une réponse de lutte contre les grossesses précoces et non désirées. Parce que les parents estiment déjà qu'une fille qui n'est pas mariée tôt, elle risque de contracter des grossesses. Et cela est dû en fait à un manque d'éducation, d'alphabétisation au niveau des parents. Et surtout, il y a la pauvreté aussi qui joue un rôle très intéressant dans cette question de mariage des enfants, parce que la plupart des parents donnent leurs filles en mariage parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens pour subvenir aux besoins de la fille. Donc, c'est de l'amener, la solution, c'est de l'amener immédiatement au mariage. Donc, c'est en quelque sorte ça, la pensée des parents au sein de la communauté guinéenne sur les questions de mariage des enfants. Oumou Hawa Diallo, on va revenir ultérieurement sur les causes de ce phénomène. En tout cas, merci d'avoir fait le point chez vous en Guinée. On donne la parole à Diarasouba Ibrahim, le président de la JRCCI Côte d'Ivoire. Alors, Diarasouba, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de la situation chez vous? Le mariage précoce, est-ce toujours d'actualité chez vous en Côte d'Ivoire? Je peux dire, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le mariage précoce est vraiment très difficile parce qu'aujourd'hui, avec les actions de la première dame, Maman Dominique Ouattara, et ainsi même que du gouvernement, le mariage précoce est vraiment en train de prendre fin. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de se pencher même sur l'autonomisation de la femme, surtout la première dame, qui fait qu'aujourd'hui, c'est rare de voir des mariages précoces. Même si ça existe, je pense que c'est dans les zones vraiment très, très reculées. Et peut-être on parle peut-être 2 à 3 à 5% aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et vraiment, aujourd'hui, la jeune fille aujourd'hui en Côte d'Ivoire a envie vraiment d'être comme de Maman Dominique Ouattara, envie d'être des ministres et autres. Donc vraiment, c'est en train de prendre vraiment du recul en Côte d'Ivoire. En tout cas, on va revenir vers vous, Diarasouba Ibrahim. Halima Touré, qu'en est-il chez vous au Mali? Le mariage précoce, il est toujours d'actualité chez nous. Il est même favorisé par les tests parce que un enfant peut
être donné en mariage avec l'accord des parents, bien sûr. Parce qu'on considère comme adulte à partir de 18 ans, mais un enfant de 16 à 15 ans peut se marier avec l'accord de ses géniteurs. Donc, chez nous, dans certaines communautés, elle est toujours d'actualité. Et vraiment, c'est un phénomène qu'on déplore parce que, vu les conséquences dans la société du mariage précoce, mais quand même, elle continue peut-être de manière, même dans les grandes villes, à Bamako, dans certaines communautés, comme je dis, et dans les villages aussi, dans des contrées lointaines, oui. Ça se passe jusqu'à présent chez nous. Justement, vous l'avez dit, ce phénomène persiste. Et maintenant, selon vous, quelles sont les principales raisons qui poussent les familles à marier leurs enfants à un jeune âge, justement? Chez nous, lorsque on parlait de la Guinée et concernant la pauvreté des parents, oui, c'est un facteur. Il y a la pauvreté, il y a l'analphabétisation, il y a aussi, les parents se disent quoi? Si la jeune fille, au lieu de rester là, si elle est pubère, qu'un homme vient lui demander en mariage, c'est mieux de lui donner en mariage que de lui laisser vraiment aller à l'école parce qu'il ne voudrait pas entendre des grossesses précoces qui sera vraiment, bon, vu la société africaine même, c'est dévalorisant pour la famille d'entendre qu'une telle jeune fille est tombée enceinte. Oumou Hawa Diallo, est-ce que chez vous, au-delà des facteurs sociaux dont on a parlé tantôt et que vous avez un peu évoqué, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui justifient un peu le fait que le phénomène soit toujours d'actualité? Oui, en fait, au-delà des facteurs sociaux, il y a aussi ce côté économique-là. Parce que de nos jours, dans les mariages, les parents invitent des gens qui envoient beaucoup d'habits et tout. Eux aussi, ils se disent que s'ils n'organisent pas de mariage, c'est qu'elles ne vont pas recevoir ce qu'elles ont déjà envoyé chez d'autres personnes. Vous voyez, donc c'est ce qui pousse d'autres parents à dire il faut forcément que moi aussi j'organise un mariage et tout. Donc la jeune fille, elle est là, elle est en train d'étudier et tout. Après, les parents se permettent de dire bon, il faudrait que tu ailles à mariage pour que ce qu'on a dépensé chez les autres, pour que nous aussi, ça puisse nous revenir, en fait. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi. Et l'autre côté aussi qui est plus déplorable, Alimatou le disait tout à l'heure, c'est le fait que le mariage précoce est perçu comme une réponse des grossesses précoces et non désirées. Et pourtant, moi, je pense que c'est une question d'éducation complète à la sexualité qu'il faudrait mettre en avant. Parce que si les jeunes filles ne sont pas éduquées, si les parents ne favorisent pas la communication parentale, les grossesses non désirées peuvent en découler. Mais ce que les parents ne comprennent pas, c'est le fait que donner une fille en mariage n'est pas la solution. Mais eux, ils prennent ça comme étant une solution. Même dans nos activités de tous les jours, quand on mène des sensibilisations, on nous traite de tous les noms en disant que nous sommes des filles, on ne veut pas se marier, on ne veut pas le bonheur des autres filles, c'est pourquoi nous sommes dans le combat. Vous voyez ce que ça fait. Donc là, à ce niveau, c'est vraiment un manque d'information. C'est le fait aussi que certains parents sont analphabètes parce que la plupart des mariages précoces se font dans les familles pauvres. Il y a l'analphabétisme qui est là, il y a la pauvreté, il y a le manque d'informations sur les conséquences liées au mariage des enfants. Donc, c'est ce qui pousse vraiment les parents à se dire, bon, il faudrait que la fille aille en mariage et tout. Donc, c'est en quelque sorte ça, les facteurs qui influent le mariage des enfants en République de Guinée. Djarasouba Ibrahim, bien que le phénomène soit un peu en régression chez vous, ce qui peut paraître en tout cas une bonne nouvelle, comme vous l'avez dit. En tout cas, il y a des efforts qui ont été faits et donc cela a contribué à ce que le phénomène connaisse une baisse chez vous. Alors, au-delà des facteurs dont on a parlé tantôt, est-ce qu'il y a d'autres facteurs sur le plan culturel, traditionnel, qui justifient un peu que les mariages précoces existent d'une manière globale, pas uniquement le cas de la Côte d'Ivoire, mais d'une manière globale en Afrique de l'Ouest? Voilà, merci beaucoup. D'abord, je tenais vraiment à tirer le chapeau à nos deux moments. Il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une tradition dans certains pays. Dans certains pays, vous comprenez un peu. Et pour les parents, comme l'a dit l'autre moment, c'est pour eux, pour éviter déjà la jeune fille d'avoir des grossesses précoces, des grossesses non désirées.
et pour avoir vraiment une humiliation en famille. Parfois, dans certaines familles, c'est souvent la précarité, la pauvreté qui amène les géniteurs à envoyer souvent des filles dans des mariages vraiment à l'âge précoce. Vous comprenez un peu. Mais comme on l'a dit l'autre moment, tout est une question d'éducation et de formation. Aujourd'hui, avec la situation, je pense qu'on est en train de plus former, plus éduquer les géniteurs pour leur faire comprendre l'importance aujourd'hui de la jeune fille. Aujourd'hui, à l'époque, nos parents pensaient que seuls les hommes avaient le droit d'aller à l'école, seuls les garçons avaient le droit de réussir dans la vie. Bonjour, on a compris, on est des mamans ministres, on est des femmes ministres, on est des femmes directrices de société. On montre aujourd'hui que vraiment, il n'y a pas de différence entre les sexes. Tout le monde peut devenir cadre, tout le monde peut diriger vraiment un pays, tout le monde peut diriger une entreprise, une société. Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a certains villages reculés que c'était une tradition. Je prends par exemple dans le nord du pays, c'était une tradition. Mais aujourd'hui, ils ont fini par comprendre. On a fini par comprendre puisqu'on a la quasi-totalité des ministres que nous avons un peu, de ceux qui durent le pouvoir viennent du nord. Nous avons fini par comprendre qu'il faut laisser vraiment la jeune fille aller à l'école. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait qu'il y a vraiment eu un changement, il y a beaucoup de choses. Et je pense que, comme je le disais, c'est à nous vraiment jeunes de aussi souvent éduquer les parents, de montrer l'importance vraiment de la jeune fille aussi. Que ce n'est pas le foyer n'est pas forcément, comment on appelle ça, la place de la jeune fille, voilà, dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aux États-Unis, on a cette dame-là aujourd'hui qui va être présidente des États-Unis. Donc, ce sont des exemples, par exemple, qu'il faut montrer aujourd'hui aux parents et à partir de là, je pense qu'ils vont comprendre. Parce qu'ils n'ont pas fait des longues études comme nous. Dans certaines explications, dans certaines données, ils ne pourront pas nous suivre. Mais des exemples terre à terre. Regardez aujourd'hui aux États-Unis, papa, à un moment. Il y a une dame aujourd'hui qui va être présidente des États-Unis. Regardez la première dame. Mais si elle était mariée à l'âge précoce, elle ne pouvait pas être première dame. Et par ces exemples, aujourd'hui, les parents commencent à comprendre que vraiment, il faut laisser la jeune fille aller à l'école, il faut laisser la jeune fille s'épanouir. Justement, au sein de votre organisation, est-ce que vous prenez en compte ces genres de questions et comment est-ce que vous les traitez avec les populations? Oui, la JRCC, comme on dit, la Jeunesse Responsable Consciente de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en train de se battre sur tous les fléaux, tous les mots qui minent aujourd'hui la société ivoirienne. Voilà. Et ces cas, surtout même les cas de viol, aujourd'hui, nous, on prend en considération, on se bat vraiment pour avoir vraiment une jeunesse, une société responsable et consciente. Lorsqu'on a ces genres de cas de figure, d'abord, on apporte d'abord le ministère de la protection de la femme et de l'enfant pour le faire cas et nous accompagnons souvent avec des responsables, des gens qui sont plus doués dans le métier. On approche déjà les familles pour échanger avec les familles pour leur montrer. Parfois, c'est peut-être qu'ils n'ont pas les moyens pour scolariser la fille. On essaie d'avoir, souvent la fille n'a pas d'extrait de naissance. Tout de nous ont lancé les zones foraines. Nous sommes en train de lancer une sensibilisation pour au niveau des villages reculés pour aller échanger avec ces parents-là. Déjà avoir des extraits d'actes de naissance pour ces filles. Et en plus de là, quand il y a des problèmes pour pouvoir payer peut-être la scolarité, on va avec le ministère comment vraiment payer la scolarité de ces filles-là. De sorte qu'aujourd'hui, quand la fille n'est pas vraiment à la charge en tant que telle, je pense que ça leur donne le libre choix aussi de laisser la fille s'épanouir. Halima Touré, vous, à votre niveau, voilà, au Mali, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui encouragent un peu les mariages précoces au-delà de l'aspect social dont vous nous avez parlé tantôt? Oui, par exemple, nos textes, nos lois favorisent le mariage précoce. Parce que avec l'autorisation des parents, un enfant de 15 ans peut se marier avec l'autorisation d'un parent devant un juge. Si le parent donne son accord, un enfant de 15 ans peut se marier. Donc vraiment, le texte même n'aide pas à l'endiguement de ce fléau, au fait. Voilà, donc le législateur même, dans les lois même du pays, ça n'aide pas surtout à endiguer le fléau, parce que si un enfant de 15 ans peut être marié avec l'accord des parents, si c'est fait avec l'accord des parents, que l'enfant a une pression devant un juge, que l'enfant n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'elle veut. Et à 15 ans même, est-ce qu'on est mûr derrière? Est-ce qu'on est mûr mentalement? Peut-être c'est l'âge, on est pubère, on veut aller avec des copines, s'amuser. Pour le petit garçon, faire des jeux, je sais pas, aller jouer à d'autres trucs, je sais pas. Mais à cet âge-là, je pense pas qu'on est vraiment mûr pour faire un enfant ou s'occuper d'un foyer. Vraiment, le mariage, il le faut à un âge mûr. Et 18 ans ou plus, mais chez nous, avec l'accord d'un parent, un mariage peut être célébré à l'âge de 15 ans.
Oumou Hawa Diallo, on l'a dit, hein, vous êtes activiste et que vous vous êtes engagé dans plusieurs organisations pour lutter pour la cause féminine, la cause des jeunes filles. Avez-vous connaissance, peut-être, avez-vous vécu une expérience d'une fille qui a été contrainte à se marier à un âge très précoce? Allez-y, racontez-nous. En fait, ce sont des situations qu'on vit au quotidien, en fait, parce que, étant activiste défenseur des droits des jeunes filles, nous sommes contactés à chaque fois par des gens pour nous alerter sur des questions de mariage d'enfants. Et là, en fait, il y a les mécanismes de protection en République de Guinée. Il y a les services de protection qui sont là. Il faut le signaler, contrairement au Mali, qu'en Guinée, il y a des textes de loi qui condamnent le mariage des enfants. Par exemple, si vous prenez le code pénal, de l'article 319 à 322, nous parle des peines et de la question du mariage des enfants. Il y a aussi des services de protection, notamment l'OPROGEN, qui est l'Office de protection nationale du genre, de l'enfance et des mœurs. Il y a aussi le service central de protection des personnes vulnérables. En fait, ce sont des services vraiment qui sont là pour accompagner les organisations dans la gestion des cas de mariage des enfants. Alors, par rapport à mon expérience, quand on est contacté pour un cas de mariage d'enfant, on essaye d'abord de s'informer si la fille elle a déjà 18 ans ou pas. On essaie vraiment de s'informer et tout. Et par après, on entre en contact avec la famille pour vérifier la véracité en fait de ce qui a été dit. Parce qu'il n'est pas évident d'être alerté et puis de bondir directement sur le cas et tout. Donc, quand on est alerté pour un début, on essaie vraiment de vérifier si c'est le cas et tout. Donc là, c'est si, si, par exemple, le mariage est en train d'être célébré, nous, on peut aller porter plainte au niveau des services étatiques. On peut aller porter plainte. Et puis, même si c'est le jour du mariage, nous, on peut annuler le mariage. Même si la fille elle est au salon en train de se maquiller, nous, on peut aller au salon récupérer la fille et partir avec elle. Et après, c'est par après, maintenant, on va essayer de faire une assise. Les deux parties vont essayer de s'expliquer. Et après, on va essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais si le mariage n'est pas, par exemple, célébré, là, on va aller en famille, essayer d'échanger avec les parents de la fille, leur parler des conséquences liées au mariage des enfants. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, on essaye de porter plainte et puis ils vont aller signer un engagement au niveau des services de sécurité, dire qu'ils ne vont plus donner leur fille à mariage et qu'ils vont attendre l'âge légal qui est 18 ans avant d'envoyer la fille au mariage. Donc, c'est en quelque sorte ça, la procédure que nous suivons. Si le mariage est célébré, on va aussi essayer d'annuler le mariage parce que là, quand le mariage est célébré, on peut même poursuivre le mari pour viol, parce que s'il consomme le mariage, on pourra poursuivre le mari pour viol. Et si le mariage n'est pas consommé, les gens qui ont célébré le mariage peuvent être poursuivis pour complicité de viol. Donc, c'est en quelque sorte comme ça, nous essayons de gérer les questions de mariage des enfants. Diarasouba Ibrahim, est-ce que vous, à votre niveau, c'est le même procédé que vous utilisez? Est-ce que vous êtes confronté à des situations pareilles en Côte d'Ivoire? L'année dernière, je pense que même dans le quartier où j'habite, j'ai eu un cas comme ça, une jeune fille qui faisait la classe de 3e, qui, bon, elle cachait en fait, c'est l'un des jeunes qui m'a approché compte tenu de mon engagement vis-à-vis de la jeunesse, qui m'en a parlé. Et je pense qu'on a à peu près les mêmes démarches, hein, comme la maman vient de le dire. On a fait pareil. D'abord, c'est d'aller voir d'abord les parents de la jeune fille, parce que les parents de l'homme, bon, à la longue, ils s'en fichent. Ils veulent leur femme, c'est tout. Voilà. C'est d'abord d'aller faire comprendre d'abord à la jeune fille, aux parents de la jeune fille. Voilà. Mais le problème qu'on avait à cette époque, c'est le père n'était pas d'accord, mais apparemment, c'est la mère qui maîtrisait plus le père. Et apparemment, elle avait pris tellement d'argent avec ce dernier-là, donc elle avait le droit vraiment à rembourser, soit vraiment à donner vraiment à la jeune fille. Donc, on est obligé maintenant d'aller changer maintenant avec la mère, lui faire comprendre certaines choses. Mais elle ne voulait toujours pas. Elle a voulu faire le mariage en cachette. Et à la longue, quand ça ne va pas, vraiment, nous, on se libère. Parce que c'est des deux aussi, ces jeunes filles, mais nous aussi, on doit être à l'abri. Parce qu'après, quand vous passez les rues d'Abidjan, on vous pointe du doigt. Et ce n'est pas intéressant. Et en Afrique, certaines peuvent vous faire du mal. Voilà. Donc, souvent, quand on voit que l'affaire est en train de prendre notre tenue, on essaie d'approcher les autres compétences, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, et on reste derrière. Et à ceux-là, maintenant, de faire le reste du boulot, maintenant, pour interpeller les parents
les envoyer au ministère de la famille, de l'enfant pour leur donner le conseil, ou bien les envoyer dans les centres sociaux. On leur dit non, la jeune fille ne doit pas se marier, elle va à l'école, elle n'a même pas encore l'âge de la puberté. Et à partir de là, elle commence à comprendre. Voilà, voici comment vraiment on essaie de travailler aussi pour apporter notre édifice, notre pierre à l'édifice. S'il vous plaît, Ah. je peux Allez-y, Je allez-y. peux rebondir sur ce que mon confrère de la Côte d'Ivoire vient de dire. Allez-y, En fait, allez-y. ce qu'il est en train de dire, c'est très important, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai, en tant qu'activiste, nous, on est là pour défendre la cause des jeunes filles, défendre les jeunes, tout ce qui est lutte, on est là et tout. Mais à un moment donné, il faudrait que nous aussi, on pense à notre propre sécurité. On pense à notre propre sécurité. Parce que nous, on est là, on défend les autres, mais on est vraiment en danger, il faut le dire. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent nous faire du mal. On est quand même en Afrique. Les réalités, c'est pas la même chose, c'est pas évident. Et ça veut dire que vous avez été menacé quelque part? Effectivement. C'est des choses qui arrivent à longueur de journée. Et nous, l'approche qu'on essaie vraiment d'utiliser, en fait, c'est le fait que quand tu es contacté pour un cas d'harcèlement, de violence dans ton quartier, moi, par exemple, si c'est dans mon quartier, je ne réagis pas parce qu'on estime que là, tu es en danger. Donc, c'est une autre personne qui est dans une autre commune, étant donné qu'on est nombreuses, c'est une autre personne qui est dans une autre commune qui essaye de venir dans ton quartier pour régler le problème. Là, la personne n'est pas connue, la personne n'est pas du quartier et tout. Donc, c'est comme ça on essaye de faire. Je vais vous partager une petite expérience. Une fois, on a été contacté, mais pour un cas de viol. C'était en famille, mais je ne me connaissais pas trop avec ces gens. On est parti. On est allé à la gendarmerie, on a porté plainte. Le monsieur a refusé de venir, donc on a décidé de partir chez lui. On nous a indiqué chez lui, donc on est allé. Ce jour-là, j'étais habillée, façon comme une vieille. J'ai mis un foulard, j'ai porté mes lunettes. J'ai porté une bavette, je suis partie en famille. Ils ne m'ont pas reconnue, je suis partie, j'étais arrêtée. On me parle en poulard, je suis peur, je fais comme si je ne comprenais pas poulard. Pourtant, j'avais peur, j'étais allée avec les gendarmes, eux aussi, ils avaient plus peur que moi, en fait. Parce que eux aussi, ils ne sont pas trop dans les trucs de violence et autres. Quand ils vont dans les communautés, ils savent que c'est risqué, en fait. Donc, on est allé, il y avait des gens, ils me parlaient en poulard. J'ai fait comme si je ne parlais pas poulard pour ne pas qu'ils me reconnaissent parce que je sais que c'était en famille. Ça risquait de dégénérer. Après, c'est pour dire que telle fille de telle personne est en famille. La personne a voulu nous envoyer en prison. Vous voyez ce que ça fait? Donc, ce jour-là, j'avais pris un risque de partir jusqu'en famille. Mais en fait, dans la réalité, le plus souvent, on essaie vraiment de faire de telle sorte que si c'est dans ta famille ou dans ton quartier, tu ne réagis pas. Tu fais appel à une autre personne qui n'est même pas de la commune pour venir dans ton quartier et gérer le cas comme ça. Parce que c'est vraiment pas quelque chose de conseillé. Mon frère de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pas quelque chose de conseillé d'agir en tant qu'activiste dans son propre quartier. C'est vraiment dangereux. Donc, prochainement, c'est vraiment essayer avec les collègues qui se trouvent dans d'autres quartiers et tout pour gérer la situation. Alors, Halima Touré, on vous donne la parole. On va parler des impacts de ces mariages précoces sur les jeunes. Parlez-nous-en. Parlons des conséquences du mariage précoce sur les jeunes. Déjà, la jeune fille peut contracter une grossesse précoce. Et ce qui va l'emmener à arrêter les cours. Et le corps même n'est pas fait pour enfanter en ce moment. Et il y aura des complications et autres. Vraiment, le phénomène, il est tellement déplorable. Mais dans notre société, les gens ont toujours quelque chose ils ont toujours quelque chose, des arguments toujours pour soutenir le mariage précoce dans nos communautés ici. Même souvent, même des dames qui travaillent, tu vas leur demander, mais c'est une enfant de 15 ans, on lui donner en mariage, est-ce que c'est bien, tout ça là, tu essaies de sonder, mais tu vas voir que la dame va te dire non, que c'est bien parce que les enfants, ils connaissent tout. Et pourtant, l'éducation d'un enfant, ça se fait par les parents, les adultes. Et ces adultes-là même ont démissionné parce que vraiment, un enfant, il doit aller à l'école à 15 ans, il doit être au lycée, en train de se préparer pour le BPC ou pour le bac, mais là, prendre la jeune fille, lui faire miroiter le mariage, lui montrer que le mariage, c'est un bienfait pour la jeune fille. Si elle se marie, elle aura, je sais pas,
quelqu'un pour l'apporter de la nourriture et autres, et on va pas lui dire les conséquences qui vont découler de ce mariage-là. Ils vont lui faire miroiter que le côté positif du mariage, et pourtant son âge n'est pas fait pour être dans un mariage à cet âge-là. L'enfant doit être vraiment dans se socialiser, aller à l'école, penser à ses études, penser comment demain sera pour lui. Et selon vous, quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'il faudra faire, vous, par exemple, qui êtes contre ce phénomène, pour sensibiliser davantage les parents? Déjà, chez nous, il faut revoir nos tests, même qui acceptent ce phénomène-là, qui favorise ce phénomène-là, parce que dire qu'à 15 ans, avec l'accord d'un enfant, on part devant un juge, et l'accord d'un parent, pardon, on part devant un juge que l'enfant peut se marier, vraiment, je ne sais pas. Un enfant qui vient avec ses parents, si ses parents ont des dettes envers le prétendant, qu'est-ce qu'ils peuvent? Avec, je ne sais pas, le chantage des parents, donc l'enfant est emmené à se marier. Puis, comme je vous le disais tantôt, on fait miroiter que les côtés positifs du mariage, tu auras un enfant, tu auras il va s'occuper de toi, et surtout si c'est une personne aisée, vraiment, ils font rien pour rendre les enfants ambitieux concernant eux-mêmes leur carrière. Comme je l'ai répété aussi, il faut vraiment que le législateur à notre niveau prévoie cette clause où on demande à ce qu'un enfant de 15 ans puisse aller devant un juge avec le parent et avec son consentement pour contracter un mariage. Jarasuba Ibrahim, parlez-nous un peu de l'impact du phénomène sur les jeunes chez vous, notamment sur le plan scolaire, sur le plan économique, social, culturel, entre autres. Parlez-nous des conséquences. Ici, aujourd'hui, le taux est tellement faible que ce sera difficile pour nous de parler vraiment d'impact. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la Guinée, on parle du Mali, c'est un peu pareil, hein, comme en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes impacts. Voilà, des grossesses non désirées, des femmes qui ne sont pas encore arrivées à pouvoir faire des enfants. Et bon, les parents aujourd'hui qui donnent parce qu'ils ont besoin d'argent. Bon, d'abord, je pense qu'il faut chercher d'abord à réduire le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, c'est d'aider déjà les familles à s'autofinancer. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment ce phénomène qui pourra vraiment peut-être prendre fin. Mais c'est une pratique qu'on voit un peu dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est en train de prendre vraiment un frais. Voilà, c'est en train de prendre un frais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas d'impact en tant que tel. C'est pas d'actualité en tant que tel aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres mots qui minent aujourd'hui la population, la jeunesse ivoirienne. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est rare de voir vraiment dans notre société en train de faire ça un sujet pour que des gens viennent vraiment se donner des idées. Voilà. Oumou Hawa Diallo, c'est ça, vous, à votre niveau, les impacts, c'est vrai que vous avez parlé de ça, le phénomène, il est toujours d'actualité chez vous. Parlez-nous un peu des impacts sur les jeunes, notamment au niveau scolaire, culturel, économique, entre autres. Alors, par rapport à l'impact du mariage des enfants, nous avons en premier lieu la déscolarisation. La jeune fille qui est mariée avant 18 ans, étant au collège, elle a du mal à terminer ses études, elle a du mal à jongler entre les études, le foyer. Comment elle va s'occuper de son foyer étant un enfant, une personne qui ne sait pas prendre soin de lui-même? Comment est-ce que cette personne va prendre soin de quelqu'un jusqu'à prendre toute cette responsabilité-là en main? Donc, forcément, il va y avoir déscolarisation, abandon d'études carrément. Il y a aussi un autre problème, les abus sexuels, parce que quand c'est un mariage précoce, il y a forcément d'abus dans le mariage, donc des abus sexuels dans le mariage. Et aussi, l'autre chose, c'est les grossesses précoces et non désirées, s'il faut le dire comme ça, parce que, étant donné déjà que c'est un mariage précoce, donc les grossesses qui émanent de ce mariage, ce sont des grossesses précoces. Il y a aussi un problème sanitaire. Une jeune fille dont les organes ne sont pas aptes à recevoir un enfant, comment est-ce que cette fille-là va accoucher dans de bonnes conditions? Donc, sûrement, il y aura des complications lors de l'accouchement. Et aussi, dans la société, à la longue, généralement des jeunes filles qui vont divorcer parce que, étant donné qu'elle ne peut pas s'occuper du foyer, il y a d'autres qui vont dire, mais il faudrait que tu rentres chez toi et tout. Et là, il y aura deux cas.
elle n'a pas terminé ses études, le mariage aussi n'a pas marché. Donc, ce sont généralement des jeunes filles qui seront considérées comme des filles vagabonde dans le quartier comme ça parce que vous imaginez une jeune fille dont les parents n'ont pas les moyens, qui se marie et qui divorce, qui n'a pas eu la chance de continuer les études, qui revient en famille. Ce sont généralement ces jeunes filles-là qui vont essayer de suivre des chemins qu'on ne souhaite pas, qui vont essayer de sortir, qui vont se dire il faudrait que je fasse ça pour sortir mes parents de la pauvreté alors qu'elles n'ont pas eu la chance de terminer leurs études. Donc là, il y aura rejet dans la société. Ce sont des jeunes filles qui sont rejetées. Il y a d'autres parents même qui les abandonnent parce que c'est pour dire que tu n'as pas accepté de rester dans ton foyer, alors que la faute, ce n'est pas au niveau de la jeune fille, la faute, c'est au niveau des parents parce que ce sont eux qui l'ont envoyée au mariage par manque d'informations, par manque s'il faut le dire, par manque de moyens économiques. Donc, c'est en quelque sorte ça, les impacts du mariage d'enfants sur les jeunes filles. Halima Touré, on va parler de ce duel des générations quand on sait que, en tout cas, les parents des enfants, pour la plupart du temps, justifient le phénomène par le fait qu'ils ne veulent pas que leurs enfants attrapent une grossesse non désirée. Donc, ils préfèrent la donner en mariage, ils préfèrent donner en tout cas la fille en mariage pour éviter des grossesses non désirées. Selon vous, est-ce une solution? Est-ce qu'il ne faudrait pas songer quelque part à l'éducation à la sexualité? Tout à fait. Il faut vraiment de la communication entre les parents et les enfants. Il ne faudrait pas se dire que parce qu'une fille à 15 ans, qu'un homme vient lui demander en mariage, qu'il faut directement lui donner en mariage pour ne pas qu'elle contracte une grossesse. Non. Déjà de le bas âge, communiquer avec l'enfant sur sa sexualité. Quand l'enfant ira apprendre sur l'Internet avec d'autres personnes en ville, à l'école avec d'autres personnes, il faut communiquer là-dessus. Il doit y avoir des mécanismes pour ça, pour montrer à l'enfant que à l'âge de 12 ans, à la jeune fille à 11 ans, 9 ans, tu verras tes menstrues. Ces menstrues-là, lorsque tu les verras, c'est 4 jours dans le mois. Et voici ton cycle, il est comme ça. Et c'est comme ça. Et ça, maintenant, tu peux contracter une grossesse et tu dois te protéger. Ou bien, en tout cas, il faut avoir une communication avec l'enfant. Comme on le dit, l'enfant, c'est la part d'argile. Il n'y a pas de tabou. La manière que vous allez le modeler, voilà. La manière que vous allez le modeler, c'est comme ça, ça va durcir, ça va prendre forme. Donc, si vous voulez vraiment que l'enfant soit une réussite sa vie, vous l'expliquez, mais pas de tabou entre le parent et l'enfant. Sinon, si vous mettez une barrière, l'enfant va apprendre quelque part. Avec les réseaux sociaux, Internet, tout est possible maintenant. Même de chez toi à la maison, des gens viennent. Il y a des cas où j'ai appris des gens à enceinter des enfants à la maison. Des enfants qui ne sortaient même pas des maisons, en fait. Des cas d'inceste? Oui, des personnes même des familles, on se disait, bon, c'est des personnes très bien éduquées, tout. Et puis après, on a vu que des personnes sont venues, on en profité parce qu'il n'y avait pas de communication entre les parents et l'enfant et quelqu'un on sentait la pauvre petite. Donc, il faut vraiment communiquer avec l'enfant, lui montrer que ton corps, il est comme ça. Au petit garçon aussi, ton corps, il est comme ça. À cet âge, c'est comme ça, tu joues, tu peux tomber enceinte ou bien tu peux enceinter une fille et lui demander ses objectifs dans la vie. Parce que avec ça, même les parents, même ça, ils doivent être les premiers motivateurs, les premières sources de motivation des enfants, en fait. Il y a des ministères de la famille, de la femme, organiser des conférences, des panels, des assises dans les communautés et les sensibiliser sur la question. Leur montrer que l'avenir de la petite fille, c'est pas forcément dans un foyer. Elle peut devenir pilote d'avion, elle peut devenir, comme l'autre l'a dit, Kamala Harris aux États-Unis. Il y a Ellen Sirleaf Johnson chez nous, ici en Afrique. Au Libéria. Il y a des femmes vraiment très inspirantes autour de nous. Il y a tellement d'exemples. Il faut vraiment faire miroiter ces réussites-là aux parents. Et avec ça, je pense qu'on peut remédier à ce problème de mariage précoce. Diarra Souba, Ibrahim, vous l'avez dit tantôt, souvent c'est des personnes âgées, les parents des jeunes filles qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues quand vous essayez de sensibiliser
et de mener le combat. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir et réussir votre communication? Quand ça arrive à un autre niveau de sécurité, je pense qu'on laisse maintenant la tâche à la gendarmerie. Parce que vous savez, en Afrique, il faut éviter vraiment la gendarmerie entre les familles. Parce que, surtout dans les familles du Nord, moi je parle des familles, je parle des familles musulmanes. Hein. Aujourd'hui, nos parents musulmans, quand déjà tu envoies peut-être son enfant dans la police, mais il faut te dire que ce sont des années et des années, je te dis des décennies, que cette famille ne va jamais oublier cette histoire. Voilà, parce que pour vraiment le peuple du Nord, pour les petits musulmans, ce sont des sujets que vraiment on s'assied à la maison, on échange, on trouve une solution. Comprenez un peu. Donc aujourd'hui, nous, en menant nos actions, nos sensibilisations, on évite complètement la peur ou la gendarmerie. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, peut-être que quand tu essaies de parler aux géniteurs qui sont vraiment bornés, qui ne veulent rien comprendre, mais là, on n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce n'est pas l'intérêt de la famille qu'on regarde, mais c'est l'intérêt de la jeune fille, ce qu'elle peut les apporter demain, puis ce qu'elle peut aussi apporter à la société demain. Donc, à partir de là, ils sont obligés maintenant de contacter, de faire une approche vis-à-vis de la police, de la gendarmerie. Mais tout en restant caché, les parents ne seront même pas que vraiment, c'est nous qui avons mené vraiment un tel acte. Voilà, ils sont là un bon matin et puis ils viennent, peut-être le plus souvent même, c'est la fille qu'on pousse même nous-mêmes pour aller porter peut-être une plainte ou aller se plaindre auprès du commissaire. Et le commissaire envoie ses éléments vers les parents, les interpeller pour dire, ah mais votre fille là, j'ai appris ça. Ou bien le plus souvent, on approche l'école, l'établissement, on va avec le proviseur, soit l'éducateur, soit le censeur. Et lui, à son niveau, il essaie d'échanger avec la famille. Quand la famille vient comprendre, on envoie la femme maintenant devant la police ou la gendarmerie. Et à ceux-là maintenant de contacter maintenant les familles. À partir de là, on ne sait pas que c'est l'organisation qui est derrière en fait. Voilà, parce qu'il faut vraiment faire attention avec les parents en Afrique. Voilà, voici comment on essaie de procéder. Mouhawa Diallo, comment est-ce que vous relevez le défi? Vous l'avez dit, votre combat n'est pas du tout facile. Souvent, c'est des personnes, des proches, votre entourage qui essaient de vous mettre un peu les bâtons dans les roues. Comment est-ce que vous survivez à cette situation? En fait, nous, on se dit que le combat qu'on est en train de mener, on ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait pour nous-mêmes et les futures générations qui vont venir. Donc, du fait que les gens sont en train, par-ci, par-là, de nous décourager, nous dire que nous, on est des frustrés, on est des personnes qui ne vont pas se marier et tout. Donc, nous, ça ne nous décourage pas, en fait, parce que on se dit que ce qu'on est en train de faire, c'est un combat noble qu'on est en train de mener. Donc, quel qu'en soit ce que les gens vont dire, quel qu'en soit ce que les gens vont faire, nous, on va continuer notre combat. Maintenant, dans nos actions, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on ait des alliés dans les communautés. Parce que quand on part pour échanger avec ces gens, on ne part pas pour dire que le mariage des enfants n'est pas une bonne pratique, donc ne le faites pas. Non, c'est pas comme ça. On demande leur avis sur la question du mariage des enfants. Et c'est à travers cette question-là qu'on va entrer dans le débat. Après, elles vont essayer de faire des témoignages, dire « Ah, le mariage des enfants, c'est ça ». D'autres vont dire « Ah, moi, je me suis mariée, je n'ai pas eu de problème ». D'autres vont dire « Ah, moi, je me suis mariée, j'ai divorcé, j'ai eu des soucis, j'ai abandonné mes études, aujourd'hui, je suis là, vous voyez ». Donc, quand tu essaies d'utiliser cette approche-là, elles vont te rejoindre sans même s'en rendre compte. Elles vont essayer de faire des témoignages. Après, c'est là que tu vas leur montrer des exemples. Tu vas dire, ah, vous voyez. Donc, tout ce que vous venez de dire là, c'est parce que vous vous êtes mariés avant l'âge de 18 ans, parce que vous êtes mariés avant d'être majeur, avant d'être mature. Donc, vous voyez, donc c'est ci, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on essaie de mener vraiment nos actions dans les communautés pour que ces gens-là nous rejoignent dans le combat. Parlons à présent de la législation. On a parlé des textes juridiques. Est-ce que les lois sont appliquées à ce niveau-là pour lutter contre le phénomène au Mouhawa? Ok, comme je le disais tout à l'heure à l'entame, en Guinée, il y a des textes de loi qui, comme dans le mariage des enfants, que ce soit dans le code de l'enfant et dans le code pénal, notamment dans le code pénal de l'article 319 à 322. Et là, il y a un problème au niveau de l'application des textes de loi parce que généralement, la Guinée est un pays majoritairement musulman.
Donc, il y a un souci au niveau de l'application des textes de loi. Parce que quand tu portes plainte contre quelqu'un, on dit, ah, c'est de la famille, il faut pardonner, tu es musulman, c'est le pardon, tu es chrétien, il faut pardonner, à ci, à ça, vous voyez. Et généralement, les gens sont là, ils disent, ah, vu que c'est une question de famille, c'est une question de communauté, donc de pardonner et tout. Et l'autre chose aussi, c'est au niveau de la justice. Parce que tu peux porter plainte pour un cas de mariage d'enfants, vous partez jusqu'au niveau des services de protection, mais que quelque temps après, même le même jour, tu vois que la personne a été relâchée parce que la question du mariage des enfants est banalisée. En fait, il y a une banalisation de la question en Guinée. Les gens ne prennent pas trop au sérieux la question. Même s'il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées, il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui mènent assez d'activités, il y a beaucoup de partenaires, il y a le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, il y a des partenaires comme UNICEF, Plan international Guinée qui mène assez d'actions là-dessus, mais quand même la situation reste désolante et alarmante. Là, la justice ne fait pas son travail comme il le faut. Ils sont en train de banaliser la chose. Quand tu portes plainte, on dit, mais bon, vu que le mariage est déjà célébré, il faut pardonner et tout. Alors que ce sont des personnes qui sont censées nous aider dans ce qu'on est en train de faire. Mais ce sont ces mêmes personnes qui nous disent, non, c'est une question de société, donc vu que le mariage est célébré, il faudrait pardonner et tout. Vous voyez ce que ça fait? Alors que nous, ce sont les personnes-là qui doivent réellement nous appuyer dans ce qu'on est en train de faire, mais ce sont les mêmes personnes qui nous disent non, faites ci, faites ça. En fait, il y a l'impunité en fait. Les auteurs des mariages d'enfants ne sont pas punis. Il y a aussi de lenteur au niveau de la procédure. Quand tu portes plainte, ils te disent qu'ils n'ont pas d'essence pour aller chercher la personne, le présumé auteur. Tu vas parler, tu montes, tu descends, ils te disent non, il y a ci, il y a ça. Vous voyez ce que ça fait? En fait, il y a une question de banalisation de la chose en République de Guinée et la justice ne fait pas du tout son travail, pas du tout sur cette question de mariage d'enfants. Sur les autres violences, je peux dire qu'il y a des améliorations et tout au niveau de la justice, mais sur les questions de mariage d'enfants, les parents commencent à mieux comprendre, mais la justice, si la justice faisait son travail, les parents aussi allaient mieux comprendre d'une autre manière. Halima Touré, à votre niveau chez vous, est-ce que les lois sont suffisamment appliquées pour lutter contre le phénomène? Les tests même ne sont pas harmonisés sur les droits de l'enfant au Mali, comme j'ai eu la dit dès l'entame de l'émission. Donc, mais quand même, il y a des centres qu'on appelle des one-stop centers. Si des personnes dans les communautés ont des cas d'enfants qui seront donnés en mariage précoce, que l'enfant, même eux, ils savent que l'enfant a moins de 15 ans, et que l'enfant même montre un refus pour le mariage, ils peuvent appeler ces centres-là et leur faire cas du mariage précoce dans les communautés, mais il faut vraiment des personnes vraiment courageuses pour appeler ces centres-là pour leur faire cas de ces mariages précoces-là. Nos thèses n'aident pas vraiment à endiguer le fléau. Comme je l'ai dit dès le début, nos thèses n'aident pas. Et en plus de cela, quand il y a les plaintes, comme la dame l'a dit tout à l'heure, l'impunité existe, tout le monde s'y connaît dans ce pays. Les gens vont passer par des arrangements à l'amiable pour exempter des personnes qui doivent être mises en prison. Et c'est comme ça se fait. Et vraiment, la pauvre jeune fille, c'est elle qui va vivre avec les affres de ce mariage précoce. Djarasouba Ibrahim, vous, à votre niveau, parlez-nous un peu des textes selon vous. Est-ce qu'ils sont suffisamment appliqués pour mieux lutter contre le phénomène? Oui, les textes sont appliqués. Voici pourquoi aujourd'hui, vous voyez que le taux est vraiment très, très réduit. Les textes sont appliqués. Aujourd'hui, la population ivoirienne est en train de comprendre. Voilà, les textes sont vraiment tellement appliqués que on ne dit pas que c'est l'histoire comme je le disais tantôt, hein, mais c'est que vraiment c'est très, très réduit, puis c'est très caché dans notre tradition, très, très lointaine. Voilà. Mais aujourd'hui, les tests sont vraiment appliqués. Voilà, les tests sont appliqués et ça fait qu'aujourd'hui, même les parents, même pour donner une jeune fille aussi en mariage, comme je le dis, à Abidjan, ça sera difficile, peut-être dans une grande ville, et surtout même quand la fille va à l'école,
comme les autres le disent, avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Et ce que souvent, peut-être la petite elle met son statut, mais elle en parle à ses camarades, 1, 2, 3 personnes, c'est fini. Lorsque le quartier est informé, forcément, nous, on aura l'information, puisqu'on en est représenté un peu partout. Voilà. Et à partir de là, on essaie de faire vraiment appliquer la loi, quoi. Je vous remercie, Diarra Ibrahim. Vous nous parlez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes le président de la JRCCI, Jeunesse responsable et consciente de Côte d'Ivoire. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active, Diarra Ibrahim. Merci, plaisir partagé. Merci également à vous, Oumou Hawa Diallo. Vous nous parlez de Conakry. Vous êtes activiste, défenseur des droits des jeunes filles et femmes en Guinée depuis 2019. Vous êtes également membre de plusieurs organisations, dont le Club des jeunes filles de Guinée, Malaf Guinée, et vous êtes responsable genre et autonomisation des femmes à la MDDH. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active, Oumou Hawa Diallo. Ça a été un plaisir pour moi aussi de partager cette émission avec mes confrères de la sous-région, notamment du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, Inch'Allah, peut-être dans d'autres numéros ou dans leurs différents pays respectifs. Merci. Inch'Allah, on aura en tout cas d'autres thématiques à traiter. Merci. Et merci à vous, Alima Touré. Vous nous parliez de Bamako. Vous êtes journaliste, juriste de formation et que vous vous intéressez aux questions liées aux jeunes. Alima Touré, ça a été un plaisir de vous recevoir dans Jeunesse Active. Le plaisir, il est partagé. Je suis ravie de toujours participer à cette émission qui émancipe la jeunesse africaine. Merci, portez-vous bien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous sommes arrivés au terme de votre émission Jeunesse Active spéciale numéro sur l'impact des mariages précoces sur les jeunes. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs et auditrices de la Radio du Dialogue. Merci également à vous qui nous suivez via nos radios partenaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Je suis Demba Amar Anne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jeunesse Active. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine.